Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. Victime de la crise des subprimes, les bourses plongent. Paris perd près de 4%. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. We're in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. La crise des subprimes est une crise économique qui a commencé en 2007 aux États-Unis, suite à l'écroulement du modèle économique de nombreuses banques. La vente de subprimes à des ménages aux revenus modestes. Une véritable bulle économique qui a permis à de nombreux traders, banquiers et banques de s'enrichir au dépit des foyers américains. Mais comme toute bulle, à un moment, elle éclate. Mais dans un premier temps, on va voir ce qu'est un subprime. Donc un subprime, qu'est-ce que c'est? Un subprime, c'est un crédit qui va se distinguer des autres parce qu'il est attribué à des personnes dont le revenu laisse à penser que le remboursement il sera un petit peu plus compliqué. La banque, qui est prêteuse, prend donc des risques et elle exige en contrepartie forcément une compensation financière en appliquant un taux plus élevé. Plus clairement, c'est des hypothèques sur des maisons, des cartes de crédit, de la location de voitures, et ce crédit va être accordé à des personnes dont la solvabilité est faible. La solvabilité, en gros, c'est la capacité de remboursement qui, dans ce cas-ci, est faible. Donc des personnes qui ont un revenu qui est faible, qui n'ont pas forcément d'emploi, ou alors qui n'ont pas de patrimoine qui pourrait justement servir de caution. Dans le début des années 2000, ce genre de prêts ont explosé, avec un montant qui passera de 200 milliards de dollars en 2001 à plus de 640 milliards de dollars en 2006. Les conditions de ces emprunts étaient particulièrement attractives pour les clients et pour les banques, mais forcément surtout pour les banques, qui malheureusement dans une majeure partie des cas allaient saisir des biens des personnes non solvables pour justement rembourser ces sommes empruntées et faire une plus-value en les revendant. Les prêts, ils sont vendus aux clients avec des taux d'intérêt variables qui eux-mêmes sont indexés sur des taux directeurs de la Banque fédérale américaine. Le taux directeur, en gros, c'est le taux d'intérêt fixé chaque jour par la banque centrale d'un pays qui a pour but de réguler le marché. Et en plus de ces taux variables, les banques ajoutaient aussi une prime de risque, une majoration des taux d'intérêt pouvant être extrêmement élevés. Le succès de ces prêts réside forcément dans la facilité avec laquelle on pouvait les obtenir. Les taux étaient très attractifs et en effet les banques proposaient des taux fixes, dits promotionnels, pour les 3, 4 ou 5 premières années à venir, la possibilité d'emprunter jusqu'à 110% du prix du bien immobilier souhaité et la possibilité de déduire de ses impôts les intérêts de l'emprunt. Entre 1998 et 2006, le service fédéral urbain américain a voulu pousser les Américains à l'achat de propriétés et pour cela a obligé les institutions financières à réserver un pourcentage de prêts immobiliers aux personnes les moins aisées. En plus de ça, en 2004, les autorités américaines autorisent les banques à accroître de près de 300% leur capacité de prêt, sans pour avoir cependant augmenté leurs fonds propres, c'est-à-dire l'argent qu'ils possèdent. Auparavant, les banques devaient au moins posséder 8% de ce qu'elles prêtaient en fonds propres. On appelle ça le ratio Cook et ça date de 1988. À cause de la facilité avec laquelle on pouvait obtenir un prêt pour acheter une maison, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté et a aussi élevé le taux moyen d'endettement des Américains. Et enfin, la dernière chose qui va mener à cette crise, c'est la titrisation des empruntes. La titrisation, securitization en anglais, est une technique financière. Cette technique consiste à transférer à des investisseurs, comme des banques ou des assurances, des actifs financiers et donc, dans le cas des subprimes, des prêts en cours. La banque va donc regrouper les créances en différents portefeuilles. Ils vont ensuite être vendus à des fonds communs de créances en titres financiers, donc des contrats qui permettent de prouver que l'on possède une valeur sur le marché donné. Cette pratique devient donc très alléchante pour les investisseurs, car elle garantit un système sans risque, car le prix de l'immobilier avait jusqu'à présent toujours augmenté aux États-Unis. L'organisme transforme alors ses créances en titres, ou plutôt en 3 types de titres. Tout d'abord la tranche senior, qui est la plus safe de toutes, donc le moins rémunératrice. Puis vient ensuite la tranche mezzanine, qui est l'ensemble des créances moyennes, avec un risque et une rémunération dans la norme. La dernière tranche est la tranche junior. Elle regroupe, elle, toutes les créances à risque très élevé et qui payent donc très bien. Grâce à la diversification des risques au travers des 3 tranches, ces titres que l'on appelle ABS, Asset Backed Securities,
sont perçus comme très rentables et peu risqués auprès des investisseurs. La titrisation a donc permis aux banques accordant des prêts risqués aux Américains de se débarrasser du risque de non-remboursement tout en percevant instantanément les intérêts des prêts vendus. Mais en pratiquant cela, on a diffusé dans le monde entier, au travers des investisseurs achetant des ABS, le risque de non-remboursement de ces créances. La titrisation des subprimes et son impression trompeuse de sécurité et de stabilité, couplée à l'encouragement par le gouvernement américain aux ménages d'acquérir des maisons en empruntant aux banques, va créer une véritable bulle spéculative dont personne ne s'est rendu compte. Et c'est l'explosion de cette bulle qui, en 2007, va précipiter une crise généralisée du système économique. Les agences de notation ont pendant plusieurs années accordé la note financière de AAA aux placements de type CDO avant de se rendre compte qu'il fallait brutalement le baisser. C'est vers le milieu de l'année 2006, le nombre de défauts de paiement explose. Au début, personne ne panique car il suffit finalement de saisir les maisons des mauvais payeurs et de les revendre afin de combler le manque à gagner. Mais est-ce une solution miracle ? Pas du tout. En 2006, les subprimes représentent un quart total des emprunts distribués aux États-Unis, ce qui équivaut à 600 milliards de dollars. Ça fait évidemment un nombre très élevé de maisons à vendre, surtout si personne n'est là pour les acquérir. En effet, le marché de l'immobilier américain avait déjà chuté de 20% en volume des ventes durant les 18 mois qui ont précédé la crise. L'offre de maisons à vendre a donc dépassé la demande, entraînant une baisse énorme des prix et faisant perdre aux banques beaucoup d'argent. Ces dernières ne pouvaient évidemment plus vendre les maisons assez chères pour rembourser leurs créances. Les investisseurs commencent donc à flairer le danger, arrêtent subitement d'acheter des titres de subprimes, les banques se retrouvent alors avec des milliards de dollars de créances alors qu'elles ne peuvent évidemment pas les rembourser. En 2007, breaking news, plusieurs banques américaines annoncent leur faillite. On peut citer par exemple New Country, BNP Paribas ou encore Bear Stearns. Et les investisseurs se mettent alors à tout perdre, les traders également. En septembre 2008, Lehman Brothers, une des anciennes et plus puissantes banques au monde, déclare faillite. Un mois plus tard, le président George W. Bush annonce la création d'un plan de sauvetage de l'économie. Peu de temps après, les États du monde entier annoncent à leur tour des plans de sauvetage de plusieurs centaines de milliards de dollars. À partir de l'été 2007, toutes les banques du monde voient la valeur de leurs actifs liés aux subprimes chuter. À l'été 2008, ces dépreciations ont atteint 500 milliards de dollars, ce qui fait chuter d'autant les capitaux propres de ces banques. Certaines ont pu se sauver de la faillite en épogeant les dettes avec des ventes d'actions en bourse, d'autres, plus petites, ont simplement fait faillite. Les banques, ayant vendu à des clients des produits monétaires dangereux sans les prévenir, perdent la confiance des clients et partout dans le monde, la relation entre les clients et les banques se tend. Des banques, notamment en France, ont acheté aux banques américaines, en contrepartie de très fortes commissions, des crédits qui étaient devenus plus que dangereux. Les plaintes des clients vont s'accumuler, si bien que les banques vont devoir racheter avec leurs fonds propres les investissements faits par leurs clients pour pouvoir les rembourser à cause des pratiques de vente jugées trompeuses. D'importants retraits de fonds se font partout dans le monde. Les gens ne font plus confiance aux banques. En Suisse, UBS perd une part considérable des fonds dont elle s'assurait la gestion, ce qui aggrave sa crise de liquidité. Des banques et organismes d'investissement un peu partout dans le monde se voient nationalisés par leurs États respectifs afin de ne pas disparaître. Au Royaume-Uni, Northern Rock est la première banque nationalisée. Aux USA, ce sont Freddie Mac et Fannie Mae, deux sociétés de refinancement qui se font acheter par le gouvernement. Les banques n'ayant pas pu être sauvées par les gouvernements se retournent alors vers leurs assureurs, qui ont accepté d'assurer les achats des titres subprimes sans pour autant évaluer la valeur ou leur juste montant. Ceux-ci vont eux aussi, dans la capacité de rembourser les banques, faire faillite. Aux USA, l'État rachète 700 milliards d'actifs à risque. En Europe, ce sont 1700 milliards. La BCE intervient en 2010 pour acheter aux banques et investisseurs des titres de pays surendettés. Elle va par la suite racheter des dettes privées pour un montant de 10 milliards d'euros. Cette crise aura provoqué des millions de pertes d'emplois à travers le monde, des milliards de pertes pour des entreprises et des banques de toute taille, et des fermetures de banques historiques comme Lehman Brothers, ainsi qu'une crise mondiale qui commence en 2008, qu'on va surnommer la Grande Récession, semblable à celle de 1920 qui a submergé le monde entier. Mis à part le Brésil, l'Inde et la Chine, elles vont rentrer dans une phase majeure de récession, d'augmentation des coûts des matières premières, etc. Le nombre de ça. Oui. 1, 2, 3. Ça va pas du tout. La banque va donc regrouper. On va attendre que ça passe. Le T-Max en Y. Aïe. C'est pas là ou quoi?